c'est pour votre mère biologique. Et puis vous avez été adopté par Marie-Joëlle. Un nouveau lien s'est créé. Et c'est cette question du lien maternel que l'on peut construire aussi et recréer, dont vous allez nous parler à présent. 30 minutes, et puis après on prendra un peu de temps pour des questions-réponses. Rebonjour à tous. Merci beaucoup Pierre pour votre introduction. Merci déjà à Maurice Dominique et Marion Robin pour vos propos extrêmement riches et passionnants qui viennent effectivement éclairer et alimenter mon sujet qui est le lien maternel. Donc, comme Pierre Hugues l'a souligné, nous avons tous en fait un dénominateur commun. Nous sommes tous issus d'un lien maternel. Pour certains, il est synonyme de sécurité, de tremplin, d'amour inconditionnel. Et pour d'autres, il sera davantage synonyme de fragilité, de blessure, voire même de toxicité. Comme il l'a dit, le mien s'est rompu à ma naissance, faute de soins et d'infrastructures, et cela ne m'a pas pour autant posé des questions existentielles. Et j'ai été frappée, en attendant mon premier enfant il y a 10 ans, de me dire qu'ici en France, le risque de mourir en suite de couche est relativement infime, mais qu'en revanche, il y avait un autre risque qui guettait les femmes, celle que je côtoyais dans ma vie professionnelle, c'était de constater la fragilité du lien maternel qui pouvait se rompre à n'importe quel moment, non pas par la mort, mais par la solitude, l'indifférence et les injonctions faisant finalement peu à peu mourir ce lien maternel. Aujourd'hui, la perte de ce lien, de cette joie, a gagné du terrain avec une chute abyssale que j'appelle l'anesthésie de l'esprit maternel. D'ailleurs, Mylène Farmer disait « Je suis une génération désenchantée ». Je crois que c'est vraiment cela que nous vivons, comme Marion Robin l'a très bien expliqué avec les adolescents. Donc une joie de la maternité qui a perdue, avant même d'en faire l'expérience à l'adolescence ou lorsqu'on rentre dans la vie active, mais aussi pendant le processus en tant que tel. Et l'actuelle crise de la natalité, l'explosion des dépressions postpartum, les témoignages sur le regret maternel sont des signaux forts qui doivent interpeller. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à explorer avec moi le lien maternel, ses enjeux pour la société à travers 3 ré. D'abord réinvestir le lien maternel, deuxièmement réhumaniser le lien maternel et troisièmement réenchanter le lien maternel. Caroline nous expliquera comment l'État, la collectivité peut trouver son compte en investissant dans le lien maternel tout en faisant des économies d'échelle. Je vous propose de réfléchir sur l'urgence de réinvestir le lien maternel au-delà des raisons économiques. Pour moi, réinvestir le lien maternel, c'est un appel à se réinvestir personnellement dans une dynamique positive et constructive plutôt que de renoncer. Malheureusement, les Français ont des raisons qui les poussent à devoir faire ce choix. Un choix voulu ou subi, de renoncer à concevoir un enfant. Dans de nombreux sondages, comme ceux menés par l'Union nationale des familles, il est question des difficultés financières, de l'emploi, des coûts liés au mode de garde, des problèmes de santé comme l'infertilité, des désaccords au sein même des couples et les sujets liés à la crise climatique. Donc ce sont un ensemble de raisons qui expliquent ces renoncements qui peuvent véritablement être vécus comme un deuil, notamment chez les femmes. Et parmi ces raisons, permettez-moi de détailler quelques enjeux qui me semblent importants de pointer. Le premier, je le nomme l'égalitarisme entre les femmes et les hommes. Je parle d'égalitarisme, car à force de gommer les différences entre les hommes et les femmes, on perd ce qui fait l'identité propre de la femme. Loin de moi l'idée de ranger les femmes dans des stéréotypes, mais convenez avec moi que la psychologie et la biologie, comme M. Cyrulnik, comme Mme Roman vient de nous l'expliquer, ont une incidence pour les personnes concernées, mais aussi pour la société. À force d'avoir dénigré cette nature, d'en avoir fait aussi, d'un point de vue plus philosophique, le sexe faible, notre société a insidieusement mis dos à dos les femmes contre les hommes, reléguant le lien maternel à une fonction contraignante en dehors d'un projet procréatif. Le deuxième point, c'est celui d'une sorte de suprématie de l'économie. Je m'explique. La féminisation de l'économie est devenue un absolu. La journaliste Gabrielle Cluzel écrivait « Au forceps ou à la ventouse, faire accoucher les femmes d'une carrière virile ». Nous vivons depuis ces dernières décennies une accélération sans nul pareil afin de placer les femmes au cœur de ce réacteur. Une accélération que je ne remets pas en question, mais qui m'interroge au moment où le lien maternel se construit.
En effet, à ce moment de la vie se joue un double courant psychique, que je développerai plus précisément par la suite. Mais retenez pour le moment que ces deux courants psychiques, lorsqu'ils se rencontrent, peuvent se percuter. Comme c'est le cas, je prends une image, des courants océaniques du Pacifique et de l'Atlantique qui se rencontrent dans le Cap Horn. C'est ce que j'appelle le Cap Horn de la maternité. Après avoir endossé le costume d'homme pour réussir, pour performer dans un environnement professionnel extrêmement concurrentiel, la nature de la femme, par la maternité, se réveille sans prédire ce qu'il va se passer et l'impact que cela aura sur leur carrière, mais également sur l'économie. Troisième point que je voulais pointer, souligner, c'était l'éco-anxiété, le mouvement No Kids. Je vois ces sujets-là comme des étendards d'une époque dans laquelle il y a une rupture dans l'histoire de la vie. Je m'explique. Avec une image très simple, quelque chose qui normalement devrait parler à tout le monde. C'est le Roi Lion. Je pense que tout le monde autour de cette table a vu le Roi Lion, connaît cette chanson de l'histoire de la vie. Alors permettez-moi de citer ces paroles d'une puissance magistrale, qui dit « Recueillir l'héritage qui vient des fonds des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour ». Je crois que cette phrase est un programme en tant que tel. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, en fait, nous sommes tous héritiers. Héritiers d'une histoire, d'une culture, d'une civilisation, dont le premier écrin, voire même le premier incubateur, si on parlait en langage start-up, c'est le lien maternel. Alors, pourquoi y mettre fin aujourd'hui? Dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. Si notre chaîne d'amour n'est pas toujours harmonieuse, il y a pourtant bien une chaîne qui permet à toutes et chacun, personnellement, de se positionner dans sa propre existence pour savoir où aller et surtout créer demain. Nous ne sommes pas des électrons libres, même si notre société nourrit cette idée prétextant l'épanouissement personnel, l'éco-anxiété comme des facteurs supérieurs et incompatibles pour poursuivre cette chaîne de l'amour. Et enfin, dernier point que je voulais détailler, préciser, c'était la guerre. Les théâtres de guerre sont partout. Monsieur Cyrulnik a dit qu'il y avait à peu près 50 conflits en ce moment même, au moment où on se parle. Notre monde semble être devenu une poudrière pour en prendre feu à n'importe quand. Jour et nuit, ce sont des messages de conditionnement psychologique. Donc si les générations précédentes ont vécu des horreurs sans commune mesure, je pense qu'il y avait en fait à l'époque des murs porteurs qui ont permis en fait à cette génération de penser demain. Aujourd'hui, le cumul de tous ces mots combinés aux guerres forme une génération désenchantée avec un étiolement de murs porteurs qui remet en question le sens de faire perdurer la chaîne de l'amour. En d'autres termes, c'est un petit peu le « mais à quoi bon ?» Donc maintenant que j'ai mis quelques mots sur les mots qui traversent la société et influencent directement la capacité d'investir personnellement le lien maternel, il est absolument urgent de réhumaniser ce lien. Pour moi, réhumaniser, c'est revenir à la dimension corporelle de ce lien et à sa nature biologique. Si tous nous avons un nombril, qui est la cicatrice, la trace de ce lien maternel indélébile, j'ai pu constater une grande méconnaissance du métabolisme prodigieux qui s'opère dans la création de ce lien maternel. Et parfois, je me pose les questions suivantes. N'est-ce pas cette méconnaissance qui explique un intérêt, voire un désintérêt, relativement faible pour le sujet? N'est-ce pas cette méconnaissance qui laisse place à certains adeptes, notamment ceux du transhumanisme, qui jalousent, pour le coup, eux, cette nature prodigieuse et font tout pour en percer le mystère, pour in fine en prendre le contrôle? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous offrir une exploration dans les grandes lignes d'éléments incontestables sur les raisons qui doivent, nous tous, dans cette salle, nous mouvoir pour percevoir combien réhumaniser le lien maternel, c'est comme mettre des nouvelles lunettes sur une réalité qui parfois nous semble bien banale. Tout d'abord sur le plan physique. La plupart du temps, banalisée, la grossesse dure 9 mois. Pourtant, ces 9 mois se caractérisent par un équilibre psycho-neuro, immuno et endocrinologique d'une subtilité inouïe. La chronobiologie ou les sciences neurocognitives contribuent de manière extraordinaire à la compréhension de l'interaction très complexe de ces deux sujets libres et indépendants, pourtant contenus l'un dans l'autre. Alors si je ne prétends pas être experte, ayant le privilège de siéger à côté justement d'experts reconnus dans leur domaine, je voudrais attirer votre attention sur l'articulation hormonale de l'ocytocine et de la prolactine comme élément indispensable pour alimenter le lien maternel. Franz Waldmann, thérapeute,
initiateur de l'aptonomie, qui est une approche consistant à entrer en relation par le toucher, en créant un contact affectivo-psychotactile, nous explique, je le cite, « Dès le début, l'enfant est sensible aux variations des fonctions vitales de sa mère, de son souffle, de ses battements cardiaques et toutes les sécrétions provoquées par ses émotions qui, de son point de vue fœtal, se traduisent notamment par des changements de goût du liquide qui constitue cet univers. Pour la bonne constitution de cet univers et donc de ce lien maternel, l'alchimie hormonale résulte d'un phénomène autant physique que psychologique. Michel Audon, gynécologue, nous parle, et il nous dit, et je le cite, « L'ocytocine est une hormone très étonnante, et une humanité qui s'en trouverait dépourvue ne serait certainement pas fréquentable. Or, cette hormone n'est jamais autant présente que lors d'un accouchement non provoqué, en particulier parce que le fœtus, en passe de devenir bébé, sécrète lui-même son hormone de l'amour, et qu'il ne le fait pas à n'importe quel moment. Il semblerait que pendant les dernières semaines de la grossesse, il s'entraîne à le faire avec délectation, et que le moment venu, ses sécrétions s'additionnent à celles de la mère. Et du côté de la prolactine, elle est indispensable pour nourrir et alimenter son bébé, mais qui, au-delà de la dimension affective, et là je cite de nouveau Michel Audon, va permettre le transfert par le biais du colostrum des premières heures, contenir des millions de cellules à action immunitaire par millimètre cube. Les semaines suivantes, elles seront encore par milliers, permettant de neutraliser et de digérer les germes les plus redoutables. Sur le plan psychique, la psychologie périnatale est un champ d'investigation passionnant sur lequel nous pourrions largement parler. C'est pourquoi je voudrais souligner deux courants psychiques qui se percutent à l'intérieur de la femme dans la création de ce lien maternel. C'est ce que j'ai commencé à évoquer précédemment et que je voudrais développer ici en vous parlant du caporne de la maternité. Ces deux courants psychiques se percutent depuis la nuit des temps, car la grossesse interroge la femme, son histoire, son identité d'aujourd'hui et celle de demain pour à son tour naître. Pour autant, la force, voire la violence de la rencontre de ces deux courants psychiques s'est accentuée et l'augmentation sans précédent des dépressions postpartum en sont la preuve. Ces deux courants ont été identifiés et la littérature scientifique en parle, notamment à travers des travaux des travaux de pédiatrie, de travaux de psychanalyse. Et je m'appuie notamment sur Donald Winnicott. D'une part, vous avez la transparence psychique. D'autre part, vous avez l'opacité psychique. La transparence psychique résulte d'une harmonie entre le physique, le psychologique et l'émotionnel. Le déséquilibre de l'un ou des trois peut devenir problématique, causant ce que Donald Winnicott appelle l'opacité psychique. L'opacité psychique, elle est comme un voile, d'où l'opacité, un écran, une séparation plus ou moins consciente entre la mère et son enfant in utero. La plupart du temps, cette opacité est involontaire parce que les femmes ont des vies professionnelles tellement prenantes qu'elles ne laissent pas ou peu de place à l'intériorisation de ce lien maternel. Combien de femmes ai-je entendu me dire « vivement mon congé maternité, que je puisse enfin profiter de ma grossesse » ou encore « je veux absolument repousser mon congé maternité prénatal au maximum ». Alors, quand elles me disent ça, les femmes, je me pose la question de ce qui sous-tend justement ces questions. Et en réalité, aujourd'hui, ces femmes ne veulent pas montrer que la grossesse est une entrave à leur performance. La peur de trop investir psychiquement leur grossesse, elles ont également peur d'être mises au placard, ou alors elles veulent véhiculer ces images par la société d'une working girl qui sait tout gérer. Donc voyez-vous, le problème de cela, c'est que pendant ce temps, le sablier de la grossesse s'écoule et que l'univers dans lequel le bébé grandit est directement impacté. Pour illustrer mon propos et cet appel urgent auprès des femmes de ne pas laisser ce sablier s'écouler, sans véritablement en prendre la mesure, le professeur René Friedman le dit avec tant de vérité et surtout tant de beauté. Irrespectueuse de notre époque qui prohibe l'attente, efface la distance, se gargarise d'images effrontément secrètes tant l'essentiel est invisible pour les yeux, la grossesse n'est pas moderne, elle ne change pas, ces 9 mois ne gommez pas ce temps-là. Oui, l'enjeu de ce temps n'est pas de le gommer. Le lien maternel est déterminant pour la société entière et la libération du congé parental, dont Caroline vous parlera, va dans ce sens. Enfin, sur le plan émotionnel, la dimension corporelle du lien maternel est nourrie par les émotions. Et Franz Feldman, que j'ai déjà cité,
parle de la corporalité animée, c'est-à-dire d'un corps animé d'une vie psychique et émotionnelle. Accueillir son paysage émotionnel participe à cette transparence psychique, et peu importe, en fin de compte, si celui-ci est nuageux ou ensoleillé. Je le cite. Il ne s'agit pas de la culpabiliser, mais de lui faire comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire ressentir dans sa corporalité que sa vie psychique, émotionnelle, affective engendre littéralement l'univers où son enfant grandit. Selon qu'elle éprouvera des sentiments de joie, d'ouverture, d'accueil, de sérénité, de tolérance, de tristesse, d'amertume, de fermeture, de rejet, le paysage ne sera pas le même. Pour continuer dans ce sens, Myriam Ségère, pédopsychiatre, présidente de l'association La Voix des bébés, ne cesse de rappeler l'importance de parler aux bébés in utero pour créer dès à présent ce lien. Ce lien sur lequel l'enfant va naître et se construire, quelle que soit l'histoire de la maman, de la météo, de son paysage émotionnel. Rien n'est inscrit dans le marbre. Et là, c'est un partage plus personnel. Mais ma maman, Marie-Joëlle, ma maman adoptive, me l'a toujours dit. Et ayant lu tous les livres de Maurice Cyrulnik, elle m'a toujours dit qu'on avait une capacité, c'était celle de la résilience. C'est un mot que j'ai connu dès l'âge de 3-4 ans, je dirais. Après avoir saisi les raisons de l'urgence, justement, de réinvestir ce lien maternel, de le réhumaniser dans sa corporalité, il est temps de le réenchanter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en 2015, j'avais créé Les Prodigieuses. Comment ne pas se laisser bousculer par ce lien maternel aussi mystérieux, vertigineux que prodigieux? Voyez-vous, je crois que le problème de notre société est d'avoir déconnecté le cœur du reste. C'est ce que j'appelle, dans mon ouvrage Co-Naissance, l'anesthésie de l'esprit maternel. Cette anesthésie, c'est celle de laisser penser que devenir maman est ringard, que pour reprendre les mots du professeur Friedman, la grossesse n'est pas moderne, dans une société où on veut toujours être moderne. Et dans son livre « Secret de mère », je vous partage de mémoire, il écrivait cette phrase « Là-bas, tout se joue quand on devient mère. Ici, il faut construire autre chose. » Oui, là-bas, c'est-à-dire dans tous les autres pays, et notamment comme mon pays d'origine, le Népal, en fait, devenir mère, c'est un statut inégalable. Ici, être seulement une mère, vous ne valez rien. Un tel regard est le meilleur anesthésiant de l'esprit maternel. Ce regard est alimenté par un son de cloche quasi hégémonique, faisant résonner des messages anxiogènes et toxiques auprès des générations actuelles et futures, et dont les réseaux sociaux se font le relais. En voici un exemple réel qui n'a l'air de rien, mais qui donne la température ambiante. Cette jeune femme, près de la trentaine, qui m'explique que sur Instagram, elle a vu une vidéo tellement gore de l'accouchement, parce qu'il y avait eu des petits points de suture, il y a eu une petite épisiotomie, que ça l'a dégoûté tellement, et de poursuivre que toutes les filles qui racontent leur dépression sur les réseaux sociaux, qu'elles, ayant eu déjà un passé psychologique avec certaines fragilités, que pour elles, c'était prendre un risque. Ce type de contenu ultra réaliste, sans filtre, sans éléments de contexte, sans savoir ce qu'il se joue de beau, de prodigieux, n'est objectivement pas vendeur ni glamour, ce qui pousse une autre femme à me dire « Je n'exclus pas l'idée de faire porter mon enfant par une autre femme si j'en ai les moyens ». Ce type de propos, ce sont des micro-discussions qui n'ont l'air de rien, mais qui en disent long sur l'anesthésie grandissante des mentalités actuelles. Et dans un tel contexte, réenchanter la maternité est urgent. Pour moi, réenchanter la maternité, et je n'aurai pas le temps ici de le développer, mais on pourra tout à fait en discuter, c'est basculer d'un féminisme idéologique, c'est-à-dire à ce que moi j'appelle la féminologie, c'est-à-dire la connaissance de la femme dans sa physiologie, dans ses spécificités, et le respect justement de tout cela. Et la féminologie, c'est vraiment l'association sur le plan étymologique du féminin et du logos, c'est vraiment la connaissance. Voilà, le féminisme, c'est pas ça, le féminisme, c'est un combat. Lutter contre... Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est lutter contre les formes de stéréotypes. Car aujourd'hui, il est plus discriminant et dévalorisant pour une femme de prendre soin de son enfant plutôt que d'externaliser ce soin auprès d'un tiers. Donc autrement dit,
Il est beaucoup plus valorisant de déposer son enfant chez une nounou et gagner un salaire qui le permette, plutôt que de faire le choix, en conscience, de s'occuper de son enfant. Et je peux, en tout cas, à titre personnel, en témoigner parce que c'est le choix que j'ai fait. Et réévaluer, troisième point, réévaluer la contribution des femmes dans la société. Car si l'on cantonne l'apport des femmes uniquement par un calcul INSEE, alors on passe à côté d'une création de valeur inestimable. Souvent, les femmes dans la société, c'est le premier maillon de ce qui redonne la vie, au-delà de la vie de famille. Aujourd'hui, quand vous regardez qui sont bénévoles dans tout un tas d'associations qui œuvrent au quotidien, ben souvent on a des femmes. Une grande partie de femmes. Quatrième point, repenser la politique familiale, comme Caroline vous en parlera, notamment par la libération du congé maternité. Et puis, cinquième point, concilier le travail avec la maternité et non l'inverse. Et j'ai un grand nombre d'expériences justement de comment on a, en tout cas avec les prodigieuses, on a pu transformer certaines politiques d'entreprise par rapport à ça, pour vraiment changer de paradigme les structures qui fonctionnaient dans un sens et pour aller les questionner, pour ensuite créer une autre dynamique. Donc c'est fort de tout ça que nous pourrons progressivement restaurer le lien maternel. Et pour vous donner une image concrète, pensez à une œuvre d'art que l'on retrouve et qui a besoin de restauration. Une fois restaurée, on la redécouvre, le regard voit les choses différemment, les couleurs sont éclatantes et les détails cachés réapparaissent. Et alors pour le lien maternel, sa restauration aura le même effet. Redonner de l'éclat au lien maternel, voilà un projet de société qui est à la fois vivant et vivifiant. Donc chers tous, pour conclure mon propos, je crois que le défi qui est devant nous est immense. Plutôt que de toujours, encore et toujours externaliser le lien maternel, et d'ailleurs c'est une parenthèse, mais la gestation pour autrui est vraiment cela, l'externalisation du lien maternel, ben c'est bien l'internalisation par notre capacité personnelle et collective à le réinvestir, le réhumaniser et le réenchanter, qui justement contribuera de manière significative à la paix sociale dont notre pays a tant besoin. Merci beaucoup, bravo. Merci Marine de Poncin pour cet appel à réenchanter la maternité à partir de notre émerveillement du corps humain aussi. On prend un tout petit peu de retard, donc s'il y a quelques questions, ou une en particulier, on a le temps pour une, et comme ça après on passera du monde des idées au monde politique et savoir quelle déclinaison on peut aborder. Y a-t-il une question? Oui, je vous laisse, si vous pouvez faire une question courte, et on apportera une réponse courte. Oui, moi c'est plus un partage d'expérience, c'est que mon lien maternel s'est inscrit dans la durée. J'étais pas initialement très enclin à ce lien maternel, et c'est au fil de mes grossesses, avec 4 puis 5 enfants que j'ai accueillis, enfin qu'on a accueillis avec mon mari, et que ce lien a pu bien se développer. Et ce qui n'avait pas été possible avec un enfant, après on voit un peu les choses autrement avec un autre. Et puis en fait les réalités de caractère de chacun de nos enfants viennent nous montrer que c'est pas tranché au couteau et que ces relations sont très dans la finesse et que c'est l'expérience qui nous apprend. Bon, là je me suis trompée, bon bah la prochaine fois je vais m'y prendre autrement. Oui, effectivement, je pense que le lien maternel c'est déjà le reflet de notre histoire, et que une fois j'avais lu un psychothérapeute qui avait dit que la grossesse était finalement une psychothérapie en tant que telle. Et je pense qu'on a toute une vie pour évoluer dans ce lien maternel. Moi, je suis très émerveillée de voir comment le lien maternel aussi se réactive quand on permet aux grands-mères de devenir, parce qu'en fait, elles vont explorer aussi une autre manière d'être avec l'enfant. Et voilà, je pense que c'est vraiment un lien qui se nourrit des interactions humaines qu'on a les uns avec les autres. Merci beaucoup Marine de Poncin. Je propose qu'on l'applaudisse encore une fois.